Bonjour, bienvenue. Dans mon parcours de formation, je suis aussi sexologue, sexothérapeute. Et j'ai lu différentes études qui parlent de l'attachement dans le couple et de la sexualité. Et en fait, dans les styles d'attachement que John Bowlby et Mary Ainsworth ont mis en place à l'époque, qui fonctionnent très très bien, il y a aussi des comorbidités, des liens entre la sexualité dans la relation adulte et dans le style d'attachement qu'on a construit dans l'enfance. Et je voudrais vous parler de ça un petit moment aujourd'hui, peut-être que ça vous intéresse. Et en fait, ça touche à la satisfaction sexuelle, au comportement sexuel de retrait ou de recherche dans le couple, l'ajustement au niveau de la conjugalité et des stratégies comportementales qu'on met en place. Et il y a des études aussi sur le sujet qui ont été faites sur des singes, notamment sur des rats, et chez l'être humain. Des observations qui ont été faites pendant des années. Et c'est assez intéressant aussi de voir qu'est-ce qu'on rejoue au niveau de la sexualité, parce que dans la sexualité, on rejoue aussi l'intimité et la proximité physique, qui n'est pas facile et aisée pour tout le monde. Et des fois, c'est difficile de comprendre le langage de l'amour de l'autre, que ce soit au niveau des câlins, de la tendresse, de l'affection, des élans sexuels, et on ne comprend pas toujours. Donc l'idée, c'est de mettre en lumière certains de ces facteurs-là. Pour les singes, pour ordre d'idée, quand on enlève une femelle singe de la tribu, en fait, du groupe à la naissance, ils ont fait ça avec des gorilles, des chimpanzés. En fait, quand on la remet adulte ou jeune adulte dans un groupe, cette femelle, elle ne va pas avoir des comportements sexuels où elle va se faire violer. En fait, c'est triste à dire, mais par le mâle, parce qu'elle aura aucun code. Et souvent, c'est des femelles qui ne savent pas s'occuper de leurs petits. Donc, quand vient le temps des amours, elle va pas avoir un comportement de recherche sexuelle. Et si malgré elle, elle a un petit, elle ne saura pas l'allaiter, elle ne saura pas s'en occuper, elle sera perdue et envahie. On peut reporter ce genre de choses à l'être humain, même si l'être humain, on est bien plus complexe que ça. Et parmi toutes les variables dans la relation de couple, le style d'attachement qu'on développe au cours de l'enfance, c'est un facteur majeur dans l'explication en fait, des attentes, des perceptions, des croyances, des comportements des deux personnes, des deux partenaires. Les personnes qui ont plutôt un style d'attachement insécure, elles vont avoir des stratégies comportementales qui font obstruction à la satisfaction en fait, des deux. Et on a des stratégies de retrait et de recherche. Et dans la sexothérapie, on utilise aussi ça. Et même si c'est assez vieillot aujourd'hui, ces styles d'attachement, ils restent en fait d'actualité. Pour ma part, j'aime beaucoup la vision de l'imago par rapport au stade d'attachement, qui me paraît plus complète que plus étoffée et plus complète que les stades d'attachement de Bowlby. Et je vous invite à découvrir ça, par exemple, dans les stages imago ou dans mes autres podcasts, parce que c'est vraiment intéressant. En fait, l'attachement, de manière globale, c'est une fonction adaptative de protection et d'exploration, où en fait la figure d'attachement, ce qu'on appelle la figure d'attachement, donc la mère ou la personne qui s'occupe de l'enfant principalement, va constituer une base de sécurité pour cet enfant. Et c'est instinctif, ça c'est aussi chez tous les mammifères, puis il se met en place durant les différents stades de l'enfance. Et quand un enfant il se sent protégé, en sécurité, le système d'attachement, il va pas se mettre en hypervigilance. Il va être actif et pas réactif. Et du coup, ça lui permet, quand il est sécure, d'activer un comportement d'exploration du monde qui l'incite à s'ouvrir au monde extérieur et aux autres. Et quand il y a des menaces qui sont symboliques ou réelles, je perçois la figure d'attachement comme adéquate pour me protéger et du coup, je ne me mets pas mon système nerveux en hypervigilance, si on veut le résumer comme ça. Par contre, si je perçois ma figure d'attachement comme distante,
pas assez disponible, pas attentive à mes besoins, bah là, je vais activer un système d'attachement soit anxieux, soit évitant. Et en fait, quand on voit ça sous ce prisme, bah, il y a des stresseurs en fait. Il y a des stresseurs qui se mettent en place, et puis au départ du parent ou au revenir du parent. Et de comment je perçois ce parent comme une base de sécurité. Par exemple, en évitant, quand la mère s'en va, il n'y aura pas de signe de détresse, et l'évitant va ignorer les tentatives d'interaction au retour de la figure d'attachement. Mais en fait, c'est une ignorance active qui trahit en fait une colère et un abandon, un rejet en fait. Et du coup, ce style, il se développe surtout quand les demandes de l'enfant, elles vont être accueillies avec agressivité, rejet ou indifférence. En fait, l'enfant, il intègre très très tôt que quand il s'exprime de manière émotionnelle, il reçoit quelque chose de négatif, et du coup, il conclut inconsciemment qu'il ne mérite aucun amour et qu'il ne doit pas prendre de place, il ou elle. Dans l'ambivalent, l'enfant, il est anxieux, il n'explore pas l'environnement, il reste collé à sa mère. Et il va manifester de la détresse. Et s'il manifeste ça au retour de la figure d'attachement, mais qu'il n'est pas consolé et pas accueilli, il va se mettre en évitement. Donc ce style d'attachement, il se construit surtout quand les réactions parentales, elles sont imprévisibles. Une fois c'est oui, une fois c'est non. Et que l'enfant, il n'arrive pas à décoder le comportement de la mère. Et il ne sait pas comment lui faire plaisir, et il conclut qu'il ne mérite pas de l'amour. Parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut. Voilà. Le désorganisé, c'est vraiment un mélange entre l'évitement et l'ambivalence. C'est toujours incomplet. Et en fait, l'expression des affects, elle est un peu mal dirigée, si on veut. On peut avoir ça aussi dans les enfants victimes de maltraitance ou de beaucoup de manipulation de la part du parent ou d'invisibilité. Voilà. Donc en fait, au fil des interactions et des années avec la figure d'attachement, l'enfant, il va intérioriser des perceptions d'un modèle qui est ce qu'il est, qui est sain ou qui est pas sain, et il va intérioriser des perceptions de lui-même et les attentes de la figure d'attachement. Donc ça va lui servir de schéma cognitif, une ligne directrice pour toutes ses relations futures, y compris les relations sexuelles. Donc ça reste au long de la vie, mais on peut le travailler. C'est pas une fatalité. Du moment qu'on met du sens ensemble, on peut travailler la relation. Et il peut devenir plus sécurisant si à travers les années, le type de relation que l'individu va entretenir avec les membres importants de son entourage, il change de manière significative. Donc il y a une part où on peut travailler sur soi et une part où on peut se donner de l'amour en s'entourant mieux et en exprimant ses besoins aux proches, en étant accueilli en fait, tout simplement. Donc en fait, on reproduit ces figures d'attachement à l'âge adulte dans la mesure où, si j'ai un ou une partenaire, ça va être ma cible principale de recherche de proximité, de complicité, de lien. Ça va être une source de protection, de confort, de soutien, de soulagement des besoins. Ça va être une base de sécurisante dans ma croyance qui m'encourage à poursuivre mes propres projets, mes propres buts de vie dans un contexte de relation de confiance. Et du coup, ça c'est sur le papier. Mais comme on a vu que souvent les anxieux prennent des évitants, que des évitants prennent des anxieux ou des désorganisés, si on ne parle pas de nos attentes respectives, on ne se comprend pas. Et du coup, les caractéristiques individuelles que chacun amène dans la relation, ça va pas donner toujours des interactions très harmonieuses. Et en fait, chaque style d'attachement va exercer une influence particulière sur le fonctionnement du couple et sur la sexualité, en fait. Et sur la sexualité, donc un attachement sécure, il y aura de l'aisance émotionnelle, il y aura de la flexibilité, de l'autonomie, de la réceptivité aux demandes du partenaire, de la compassion, de l'empathie. Ça veut dire que l'autre peut avoir une émotion et je peux l'écouter avec compassion sans être aspiré et sans être en résonance, happé par son émotion. Dans un style anxieux, je vais avoir de l'insécurité, de la jalousie, des inquiétudes, de l'hypersensibilité de la détresse en fait, de la peur de perdre l'autre permanence, de la recherche d'approbation, de la surdépendance.
des craintes de l'abandon, du vide, de la solitude. Et du coup, je vais souvent me suradapter à l'autre. Toujours observer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour être aimé. Dans un style plutôt craintif, désorganisé, je vais avoir des doubles contraintes, des besoins de réassurance permanente, éviter aussi l'intimité parce que je sais pas recevoir, donc je la recherche, mais quand je l'ai, je la veux pas. Des grandes sensibilités au rejet, de la détresse et des craintes de trop de proximité, du manque d'affirmation de soi et des personnes qui sont assez solitaires en fait, qui ont envie de lien, mais quand elles sont en lien, c'est trop. Alors que chez l'évitant, on va plutôt trouver de l'idéalisation de soi, de penser qu'on peut tout faire seul, de l'évitement de l'intimité, de se dévoiler peu, de peu clarifier ses propres besoins, d'être incapable de dépendre entre guillemets des autres, donc de tisser du lien sain. Et souvent, ils sont perçus comme jamais disponibles, comme faire passer tout avant le partenaire et rejetant. Et ça peut être des relations basées sur la sexualité. Ça veut dire que, à contrario de ce qu'on pense, les évitants peuvent avoir des relations que sexuelles dans la relation. Parce que c'est leur manière, souvent les évitants, ils ont un langage de l'amour tactile. Et quand ils s'y abandonnent, après c'est dangereux, donc ils doivent se mettre en retrait quelques jours. Dans la population, on trouve à peu près 48% de sécures, 20% d'ambivalents. On va trouver à peu près 18-25% d'évitants. Et avec les réseaux, moi je pense que ça monte encore aujourd'hui. Et 14% d'anxieux ou de craintifs. Donc en fait, cette sexualité, elle se traduit à travers deux grands actes. C'est l'anxiété face à l'abandon. Donc ça renvoie à une représentation de soi dans la relation. En fait, si on veut, c'est le degré où la personne, elle va s'inquiéter et ruminer la peur d'être abandonnée ou rejetée par l'autre. Donc soit elle va tenter de fusionner tout le temps, soit elle va pas réussir à s'abandonner à l'amour. Et le deuxième axe, c'est l'évitement de la proximité et de l'intimité. Donc ça, c'est la représentation mentale de l'autre qui va m'annihiler et m'étouffer. Si je rentre en relation, j'ai peur que l'autre me demande trop. Et du coup, ça se manifeste beaucoup par un inconfort de l'intimité émotionnelle, de la dépendance dans une relation. J'ai trop peur d'être dépendant. Et en fait, ce qu'on cherche dans une relation sécure, c'est l'interdépendance. De comprendre qu'on peut se soutenir sans s'étouffer et sans qu'il y en ait seulement un ou deux qui existent. L'un ou l'autre finalement. Mais qu'on puisse exister tous les deux. Donc en fait, l'évitant, il va valoriser l'indépendance psychologique et émotionnelle. Donc en fait, dans les études, notamment une qui a été faite en 2011, ça combine la satisfaction conjugale au niveau de la sexualité et puis ça montre que les couples où les deux partenaires sont sécures, ils sont satisfaits parce qu'ils communiquent beaucoup sur leurs besoins, ils s'ajustent, ils n'ont pas peur de communiquer leurs besoins, ils sont pas attaqués ou étouffés ou en fuite quand l'autre exprime. Les couples où il y a un partenaire sécure et un partenaire anxieux, ils sont aussi plus satisfaits que les dyades plutôt évitant ambivalent ou évitant ou évitant anxieux. Et en général, les couples où il y a un ou l'autre qui est un style pas sécure et l'autre un autre style pas sécure qui se mettent ensemble, il y a beaucoup d'allées-venues, de rupture, on se met ensemble, rupture, on se met ensemble. Moi, j'appelle ça les couples ni avec toi ni sans toi. On a envie de se rapprocher, on a envie d'être connecté, mais quand la relation a lieu, on n'y arrive pas. Et donc, en fait, dans ces grands axes, il faut voir si vous êtes soit dans une hyperactivation du système d'attachement, et si vous demandez de la sexualité alors que vous voulez de la tendresse, de la connexion émotionnelle et d'un câlin ou de communiquer, mais que vous allez le demander à travers le sexe, énergétiquement, l'autre va sentir que vous l'aspirez parce que c'est pour vous nourrir votre blessure. Donc quand moi j'ai envie d'un câlin ou de sexe, il faut que je sois conscient de qu'est-ce que je vais aussi proposer. C'est-à-dire que moi j'ai besoin, mais si je saute sur l'autre, ça va pas. Il faut aussi que j'explore comment l'autre a envie d'être abordé et touché. Et en fait, dans une hyperactivation du système d'attachement, les comportements d'attachement, ils vont s'intensifier, s'amplifier, et ils vont renforcer en fait des comportements où je cherche à m'accrocher à l'autre, ou attaquer l'autre avec des critiques constantes. Tu fais pas ci, tu me donnes pas ça, pour
obtenir l'attention et le soin. Et du coup, ça marche pas, c'est mal adapté. Et du coup, la personne qui a ça, elle va montrer des émotions hyper intenses et elle va être auto-centrée dans ses propres besoins. Elle va pas voir que l'autre a d'autres langages. Et du coup, elle va avoir du mal à recevoir, à percuter l'information qui est transmise par l'autre. Et, euh, et ça, c'est plutôt les anxieux ou les ambivalents. Sinon, dans l'autre axe, si vous êtes plutôt à désactiver le système d'attachement, vous allez prendre la sexualité quand c'est le moment pour vous, quand les planètes sont alignées, sans faire attention à l'autre, et vous détacher ensuite. Donc il n'y aura pas du aftercare, il n'y aura pas des massages, des préliminaires où on se regarde dans les yeux, où on prend le temps. Et ça, c'est tous les comportements en fait qui visent à minimiser l'intimité et à éviter cette interdépendance. Donc en fait, ça, c'est les personnes qui vont inhiber leurs sentiments, la vulnérabilité et leurs besoins de protection, de manière à plus compter que sur eux-mêmes, mais de façon compulsive. Une fois oui, une fois non, une fois oui, une fois non. Ou non, 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 non. Ça, c'est plutôt les évitants. Ok. Les anxieux, ils vont aussi pouvoir osciller entre deux types de stratégies des fois. C'est hyperactivation et désactivation. Donc je démontre des émotions intenses et de la recherche de proximité. Puis quand l'autre me rejette, pouf, je boude et je me mets en retrait très très longtemps. Donc l'attachement, c'est qu'un seul des liens dans le couple. Au sein d'un couple, on a aussi le lien sexuel, intime, amoureux. Et dans la rencontre amoureuse, l'attachement, il est en jeu, mais c'est une seule case. Il y a aussi ce désir, comment on s'est construit dans le désir qui est important. Il y a des systèmes pulsionnels en nous qui font que ça active le désir ou pas. Et il y a aussi l'hyperactivation sexuelle. Ça, c'est des tentatives actives pour essayer d'encourager l'autre à faire l'amour, en donnant en fait au couple en faisant de la sexualité une valeur fondamentale et essentielle. Donc en fait, l'hyperactivation sexuelle, ça fait adopter une position d'hypervigilance face au rejet sexuel. Mais pareil, c'est souvent la manière dont je vais aborder l'autre qui est importante et comment j'écoute, comment l'autre a envie d'être allumé plutôt que de me sentir rejetée. Et dans la désactivation sexuelle, souvent je vais inhiber mon désir sexuel, je vais éviter la sexualité, je vais mettre à distance l'autre et je vais soit enchaîner les partenaires pour pas m'impliquer émotionnellement, soit rejeter carrément la sexualité et penser que j'en ai pas besoin ni de câlin ni d'intimité. Parce qu'en fait, je suis pas du tout à l'aise avec le toucher. Peut-être j'ai grandi dans une famille où on touche pas, et quand l'autre vient, j'arrive pas à gérer. Donc en fait, quand je suis dans une relation ni avec toi ni sans toi, pour pouvoir avoir une sexualité saine, déjà je dois identifier avec moi-même, est-ce que je sais ce qui m'allume au niveau du désir? Ça peut être les sextos, les élans de l'autre vers moi, comment j'aime que l'autre m'approche, comment j'aime que l'autre m'allume, que ça soit au niveau du corps ou au niveau du verbal, et comment j'arrive à communiquer mes langages à l'autre. Par exemple, quand tu me touches d'un coup et que tu me serres dans tes bras, je me sens étouffée, est-ce que tu pourrais m'approcher avec plus de délicatesse? Et en fait, quand je fais ça, je remets de la sécurité dans le lien, et c'est d'essayer de vous écouter et d'accepter que vous n'avez pas les mêmes langages de l'amour pour déjà entrer dans la sexualité. Donc ça, si à chaque fois je me dis mince, il ou elle va avoir envie, je suis directement dans ma tête dans quelque chose de négatif, donc je peux même pas m'abandonner à essayer de ressentir, parce que directement, je suis dans l'hypervigilance. Donc en fait, comme souvent avec un style d'attachement anxieux ou ambivalent, j'ai eu des expériences négatives, j'ai encore plus peur de rentrer dans la sexualité, parce que j'ai fait l'expérience d'expériences sexuelles pas satisfaisantes, et de rejet et d'abandon. Donc en fait j'ai du mal. Et la clé, c'est la communication et d'aller explorer comment je suis à l'aise dans ma sexualité. Est-ce que je connais ce qui m'aide à rester en lien pendant que je suis dans le sexe? Si je pense toujours à autre chose dans ma tête, ou que j'ai peur, ou que j'ose pas exprimer parce que j'ai peur que l'autre me rejette, ça fonctionne pas. Et peut-être je peux me poser la question, est-ce que je suis plus à l'aise dans une activité sexuelle sans engagement, que j'arrive jamais à m'engager, ou que j'évite les relations sexuelles en couple, et si c'est le cas, ou les démonstrations d'affection de l'autre. Si c'est le cas, comment je peux travailler ça?
Comment si je dis rien et que je fais que fuir, en fait, je suis victime de mon stress en permanence. Alors peut-être que je dois apprendre à affronter et oser communiquer. Ça peut être par le biais d'une lettre, de messages, de mails, si j'arrive pas à parler. Mais de croire qu'aujourd'hui, la personne que j'ai choisie, elle peut m'écouter. Et elle a envie de prendre soin de moi d'une autre manière, parce que l'adulte que je suis a plus de pouvoir, d'action, pour reprendre en fait son pouvoir personnel et ne pas revivre ce que le jeune adulte ou l'enfant a vécu. Et disons que l'anxieux, si je suis tout le temps en train de chercher l'intimité, de toucher l'autre, de me fondre dans l'autre, de faire l'amour tout le temps, eh ben, est-ce que je peux peut-être voir le rejet de mon ou ma partenaire différemment, ou ces signes de désapprobation, et plutôt que d'être dans la crainte du rejet, d'aller explorer et de demander à l'autre, de dire « Ok, je t'approche peut-être comme ça ou comme ça, peut-être ça te convient pas, est-ce que tu veux qu'on explore d'autres choses ensemble ?» Et est-ce que tu veux aussi explorer mes langages de l'amour, comment j'ai envie d'être abordée ? D'ailleurs, à ce propos, il y a le livre de Margot Fried Filiosa sur les 5 langages de la sexualité qui est super. Et du coup, en fait, ces styles d'attachement, ils se vivent aussi dans l'intimité. Et l'idée, c'est aussi de vous demander, moi, j'ai quoi comme langage sexuel ? Comment j'aime être approchée dans la sexualité ? De quel cadre j'ai besoin pour me sentir en sécurité, pour ouvrir mon corps ? C'est quoi qui m'allume ? Parce qu'il y a des personnes en thérapie qui me disent « Ouais, mais quand je sens que je peux la perdre ou le perdre, là, tout d'un coup, je vais le chercher. Mais sinon, si c'est acquis dans la relation, j'ai plus envie de rapport. » Mais ça, en fait, quand on a ça, c'est que ça part d'une blessure et ça se travaille. Ça se travaille. Et si j'ose pas m'abandonner à l'orgasme parce que j'ose pas m'abandonner et lâcher prise, c'est à moi-même que j'inflige ça. Et l'autre personne, si elle a un attachement anxieux et qu'elle est focalisée que sur mon plaisir et pas sur le sien pendant la sexualité, on peut danser cette danse pendant 30 ou 40 ans. Et là, les deux partenaires vont jamais être satisfaits. Donc c'est important aussi de voir que ce qu'on rejoue dans la sexualité, ça vient aussi de cette danse qu'on a dans nos styles d'attachement et que ça se travaille et qu'il y a des thérapeutes de couple et des sexologues qui peuvent vous aider à explorer vos langages de l'amour, de la sexualité et du corps et voir finalement, même au niveau des muscles, comment vous vous protégez, de comment vous pouvez en fait améliorer aussi cette entrée dans l'intimité qui peut être très très difficile quand on a envie de lien et d'amour, on a envie d'affection, on a envie de sentir l'amour plutôt que de le réfléchir, mais en soi, dans la relation, on n'y arrive pas, parce qu'on est tout le temps en train de se surprotéger de l'autre. Alors qu'en fait, c'est de vous dire que l'autre ne fait jamais les choses contre vous, l'autre fait les choses comme il ou elle a appris à les faire. Et que quand vous vous sentez constamment happé par la surémotion, la surenvie de câlin de votre partenaire, plutôt que de fuir, dites-lui « Mais quand tu fais ça, je me sens étouffée, viens, on cherche d'autres manières. » Et une personne qui évite